et je vous propose d'accueillir tout de suite Benoît, fondateur de NC-Scale. Hop. Alors désolé, j'ai pas de générique ou de choses, donc pas avoir d'effet, son, mais te voilà en ligne, Benoît. Salut tout le monde. Tu Salut vas bien? Alex. Bah super et toi? Ça va très bien. Je suis très content qu'on ait l'occasion d'échanger. On se croise, hein, régulièrement dans des événements. Mmh. Mais voilà, comme je te disais la dernière fois qu'on s'est vu, c'est vrai que j'ai pas, pris le temps de bien suivre les dernières choses que vous avez fait et tout, donc j'avais bien envie que tu nous en parles un petit peu. Et puis, peut-être même une démo si tu as envie. Enfin voilà, on a une demi heure ensemble, donc et n'hésitez pas donc à vous qui nous regardez, hein, si vous avez des questions, si vous avez c'est l'occasion, de voilà, d'adresser un petit peu tous les sujets que Benoît maîtrise. D'ailleurs, je vais mettre, hop, ici, peut-être, attends, Non mais super, heu, c'est vrai que ça fait quand même assez longtemps que j'ai pas eu l'occasion de parler effectivement, à ton micro et du coup c'est cool pour avoir un peu aussi les avis, de No Code France sur un peu l'évolution donc c'est super. et bah, avec plaisir. Voilà, Et j'ai et affiché nos noms. Est-ce que tu veux te présenter peut-être, toi déjà très ouais, ça rapidement marche. et puis le projet NC-Scale? OK, du coup, donc je suis le cofondateur avec, Kevin, Janicki de NC-Scale. Donc NC-Scale, on est parti du principe qu'on avait enfin de mon côté, moi j'avais créé des applications no code, notamment avec Bubble, Zapier, et c'est tout je crois au début et on a atteint, on va dire un plafond de verre sur la maintenabilité et surtout sur la sécurité et du coup, en février 2021, j'ai commencé à créer du coup un outil de sécurité pour Bubble et c'est comme ça que ça a démarré et après en janvier 2022, on a levé donc 2,6 millions pour créer vraiment les outils de monitoring, d'observabilité, de sécurité pour l'ensemble des outils no code et pas seulement un outil en particulier. Maintenant on est une équipe de 10 personnes et on a commencé par le versioning en, en octobre 2022 donc lors du No Code Summit, où on a fait ce lancement-là. Et donc, je pense que la plupart la Mmh. plupart des personnes, peut-être, sont arrêtées au versioning, et après on a fait d'autres choses. Voilà, donc je peux repartir à partir du versioning. Le Ouais. versioning, qu'est-ce que c'est pour simplement pour ceux qui ne sont pas développeurs? Simplement, on va dire, des comparaisons entre 2 versions pour vraiment comprendre qu'est-ce qui s'est passé entre la version d'hier et la version d'aujourd'hui, avec des différences très claires. Donc on a commencé par ça. Malheureusement, il y avait beaucoup de contraintes techniques de la part des outils. Et on ajoutait énormément d'étapes pour les no-codeurs. Donc ça a ajouté énormément de complexité, à l'usage. Donc on a tenté pendant 3 mois d'essayer de baisser ces niveaux de complexité et cetera et très compliqué sans avoir des intégrations de partenaires avec les éditeurs. C'est pour ça que c'est important d'avoir ça en tête pour les intégrations partenaires parce que justement, c'est ce qui va se débloquer maintenant. Donc après, on est parti sur, les logs et l'alerting, qui est un sujet vraiment hyper important. Donc qu'est-ce que ça signifie? Par exemple, sur Make, et bien, toutes les erreurs arrivent par email. Alors vous pouvez évidemment avoir des astuces pour vous les mettre, avec un scénario spécial qui récupère les erreurs ou autre. Mais si vous voulez simplement monitorer d'un coup plusieurs comptes Make, plusieurs comptes Zapier, tout au même endroit, eh bien, vous n'avez rien qui centralise l'ensemble de ces erreurs, qui centralise l'ensemble de ces assignations d'erreurs aussi. Donc, ça marche pas qu'avec Make, ça marche avec Bubble, ça marche avec Airtable. On a intégré les erreurs d'automation Airtable d'ailleurs en septembre. Donc, voilà, donc on centralise l'ensemble des erreurs et ça permet de gérer votre infra no code de manière centralisée. Et la Ça, c'est dernière nouveauté. un vrai sujet, hein. Je rebondis sur ce point-là parce que, là encore ce matin, par exemple, j'ai reçu plein de mails d'erreurs de Zapier, parce que je sais pas, il y a un truc avec, une clé Airtable ou un truc qui a déconné et en fait, ça arrive par email. C'est pas sur ma clé à moi, c'est sur celle d'un de mes collaborateurs. Enfin bref, c'est vraiment quelque chose sur Zapier, par exemple, qui est vraiment hyper mal fait. L'alerting, c'est tout ou rien, en fait. C'est soit Mmh. tu as tous les mails d'erreur, soit tu les as pas. Enfin, c'est un truc, vraiment, très il y a très peu de finesse et tout, donc ça, c'est hyper Et sur intéressant, quoi. et sur Airtable, c'est un comportement encore hyper différent parce que je crois que c'est le dernier qui édite l'automation qui reçoit l'erreur. OK. Donc du coup, celui qui a créé l'erreur au début, il est perdu, quoi. Enfin, celui, pardon, qui a créé l'automation au début, Ouais. perdu. Donc du coup ça, et ça marche aussi avec Bubble. Donc on a intégré effectivement sur les logs avec, Airtable, Make, Bubble, n8n et Bezero.
Mais là où c'est c'est le plus populaire, c'est finalement d'avoir des alertes lorsque les outils eux-mêmes n'en proposent pas. Donc comme Bubble par exemple, Bubble n'a pas d'alerte par défaut s'il y a un workflow error ou quelque chose de similaire. Et résultat, eh bien, simplement en connectant NCScale à Bubble, eh bien, on a tous les logs et automatiquement, tu peux recevoir une alerte sur Slack, par Webhook, n'importe où, dès qu'il y a la moindre erreur sur ton application. Donc assez utile aussi pour les agences qui sont en support de peut-être 15-20 applications en même temps. Et au moins, ils peuvent aller venir vers le client directement en cas de problème. Un Euh, endroit centralisé, ils ont leurs différentes applications à un même endroit, quoi. c'est ça. Ouais. Et l'ensemble des alertes au même endroit. Et après, l'autre chose, effectivement, c'est plutôt de l'observabilité. Donc, c'est un peu plus pour les. Dans le cas où vous arrivez sur une automation ou sur une infra. Alors, ce que j'appelle infra no-code, hein, c'est ceux qui utilisent un ou deux outils, en tout cas, no-code en même temps. Et, résultat, parfois, c'est difficile à maintenir parce que finalement, ça fait longtemps que vous l'avez fait, vous avez oublié. Vous avez peut-être 250 scénarios et beaucoup de pages et beaucoup de workflow bubble. Et parfois, c'est juste très compliqué de retrouver un élément, une variable, une dépendance qu'il y a entre un champ Airtable et un scénario, modifier une adresse email qui a changé. Il faut changer peut-être dans 100 scénarios quelque part. Modifier, savoir d'où provient un webhook, dans quel scénario est triggered ce webhook, si c'est des webhooks qui sont à la chaîne. Et donc ça, c'est de l'observabilité. Mais ça, je pense que c'est mieux de le montrer en écran parce que Mmh. c'est pas évident à l'oral. Donc l'idée, simplement, vous allez pouvoir rechercher, simplement avec du texte, l'ensemble de ce que vous voulez partout dans votre infra no code. Je ne sais pas comment je peux présenter. J'ai mis Ah, mon c'est écran. bon, tu as partagé, ouais, pardon, c'est à moi de l'ajouter comme ça. Nickel. Donc n'hésitez Donc, pas, hein, si vraiment dans le chat, hein, si vous avez des questions, ça c'est hyper important, hein, si, choses qui sont comme il y a des notions qui peuvent être un peu techniques ou quoi, Benoît pourra expliquer. donc là, je fais un exemple où c'est une application qui s'appelle e-commerce app. D'accord. Et sur cette application e-commerce app, évidemment, j'ai mis plein d'outils no code, mais normalement, je pense que vous en avez 2 ou 3, pas plus. Mais voilà, vous pouvez connecter l'ensemble de vos outils no code au même endroit. Donc ça, c'est tous les outils que vous supportez, Alors, sur les différents, voilà, tous n'ont pas les mêmes fonctionnalités. Donc, ah OK, quand on oui. passe la souris dessus, on voit que c'est un peu différent, effectivement. Et maintenant, notre enjeu, c'est de faire des intégrations partenaires. Donc, ça sera encore plus réduit sur les intégrations partenaires. Mais voilà, en tout cas, déjà, globalement, c'est vers là où on va, avec ceux avec lesquels on a déjà un début d'intégration. Alors, je reviens sur l'observabilité. Donc là, par exemple, vous voulez changer une adresse email simplement dans plusieurs scénarios en même temps, ou simplement parce que vous changez de nom. Eh bien, ici, vous avez une recherche qui s'appelle Full Text Search. Donc, les développeurs sont assez habitués à ce terme-là. Eux, en fait, ils prennent tout leur code, ils le mettent dans un GitHub. Donc là, c'est un peu l'équivalent ici. On prend tous les blueprints, tous les paramétrages de tout. On met tout dans un gros dossier et après, on cherche. Donc là, je vais pas chercher un adresse email, mais je vais chercher Calendly pour savoir où est mon lien Calendly dans plusieurs endroits. Et en tapant Calendly, eh bien, je peux voir qu'il est sur mon Airtable. Donc là, je vois en fait qu'il est ici dans un champ. Donc l'ID du champ s'appelle Calendar Link et c'est un bouton et ça envoie vers le lien. Si j'ai besoin d'aller voir ce que c'est, je clique Oui, ça sur cherche dans les valeurs de boutons d'ailleurs, hein. ça Enfin ça cherche, ouais, dans les valeurs de champ, pas enfin dans la valeur de l'enregistrement, même pas dans de le la nom du formule, champ, quoi. Ouais, de la formule, hein, ouais, ouais. pas dans la data. OK, Effectivement, là, je vois donc dans le calendar link, si je vais sur Edit Field, je vais OK, voir ouais. ici que j'ai bien mon Calendly, et cetera. Et pareil sur un bubble, là, je vois qu'effectivement, j'ai dans un workflow bubble particulier, un lien, Calendly qui s'ouvre. Et dans le même type, je peux aussi aller chercher. Je vais aller directement par exemple, sur ce cloud name là, j'ai envie de savoir pour ce champ-là, j'ai envie de savoir où est-ce qu'il est utilisé ailleurs, tout simplement. Donc pour ça, je vais ouvrir dans ma base de données Product Stock. J'étais sur Client, donc j'ouvre Client, donc la table Client. Et en l'ouvrant, je vais voir tous mes champs de ma table OK. et je vais aller rechercher donc ce field ID. Donc je fais Search Dependencies à droite, donc j'ai un petit raccourci ici. Et là, je vais voir directement où est-ce que ce champ est appelé. Et donc je peux voir qu'il est appelé dans un scénario make.
et aussi dans une automation Airtable, et cetera, et cetera. Voilà, donc l'avantage de ça, c'est qu'on est exhaustif dans le sens où on fait pas seulement des dépenses entre des champs Airtable et des scénarios. C'est vraiment une recherche qui est full text, c'est-à-dire que tu peux rechercher tout et n'importe quoi et ça permet d'éviter, parfois de même créer une doc, parce que créer une doc parfois c'est vite embêtant et personne n'a envie de le faire parce que c'est difficile à maintenir. Finalement, en sachant où se trouve n'importe quoi, et ben, ça enlève déjà sans doute 90 de la doc de base, pour expliquer comment fonctionne, finalement tel process. Donc ça permet d'aller beaucoup plus vite, pour maintenir une app et pour aller fixer une erreur. Voilà. Donc là, dans les 2 grosses fonctionnalités qui sont les plus utilisées sur la plateforme, parce qu'on en a aussi d'autres choses, mais je ne vais pas tout dire, mais ce sur la partie documentation, on peut aussi créer pour chaque élément, une doc, et cetera. Mais pour plutôt ce qui apporte le plus de valeur aujourd'hui à nos utilisateurs, c'est cette recherche full text où ils reviennent assez souvent pour simplement rechercher un élément, surtout lorsqu'ils ont plus de 200 scénarios, et cetera. Et l'alerting du coup, pour recevoir et pour centraliser l'ensemble des erreurs. Je vais vous montrer juste à quoi ça ressemble effectivement pour que vous ayez ça. Où là, vous allez voir qu'on a l'ensemble des logs à droite donc sur le volume et on a en dessous, l'ensemble des logs avec le type d'outil, directement. Et donc ça, donc là, ce qu'on voit, c'est que même quand ça s'est exécuté, que ça s'est bien passé, on a aussi un log, quoi. Tout à fait. C'est pas que les erreurs, c'est vraiment le monitoring global de notre système, quoi. Exactement. Et d'ailleurs, tu peux aussi suivre un peu l'usage d'une feature, si tu veux, parce que tu pourrais centraliser, tu pourrais faire un filtre spécial sur, vraiment un ID précis, un terme précis et donc tu pourrais suivre tu peux créer une vue après et tu peux suivre graphe au graphe l'usage de cette fonctionnalité après coup. Que tu Et as est-ce 30 que jours de log. ouais, pardon, ouais, non, désolé, je t'ai coupé. Non, tu as Ouais. 30 jours de log, du coup, ça permet, voilà, de faire un petit retour en arrière, de pouvoir faire des filtres assez précis sur un usage complet. Voilà. Et alors, par exemple, si je veux, observer un champ, tu vois? Par exemple, si dans mon Airtable, j'ai un champ qui est, critique, que je veux être sûr qu'aucun de mes collègues ne change ou un truc comme ça, est-ce Mmh. que je peux surveiller ça? Ouais. Du coup, effectivement, dans les logs Airtable, on a des logs, des automations et des logs d'édition. Donc si quelqu'un modifie, un champ, tu as une alerte. Je vais en montrer un, rapidement. Ça, c'est mes logs d'erreur, voilà. Là, j'ai un champ qui a été modifié, donc field option of field. Hem, on va faire simple ici. Donc on a ce champ qui est calendar link, bah, d'ailleurs, c'est celui que je viens d'ouvrir. Mmh. A été modifié. Donc ça, c'est juste l'information qu'il a été modifié. Maintenant, comment je sais ce qui a été modifié? Je vais dans les extra data en dessous et je vois que celui qui a modifié, c'est tool@nsyscale.io. Donc OK. j'ai celui qui Ah l'a oui, modifié. J'ai la nouvelle formule. Donc là, je vois, il y a un X à la fin et l'ancienne formule qui est au-dessus, où il y a pas d'X à la fin. OK. Voilà, donc c'est C'est un peu hyper petit. intéressant, ouais, de voir la différence, enfin de voir, non seulement que ça a été changé, mais ce qui a été changé, quoi. Exactement. C'est d'ailleurs, Airtable ne le propose pas ça, hein. C'est vraiment, c'est des logs qu'on a Mmh. rajoutés par-dessus Airtable. Mais Airtable ne le propose pas. Et du coup, vous pouvez après, grâce à ces extra data, c'est pour montrer un peu la logique. Grâce à tout ça, vous pouvez créer des filtres et des alertes basés sur ces clés valeurs. Donc, si, ce champ-là, donc là, tu as le field ID, donc tu peux faire une alerte. Si ce field ID-là est modifié par une autre personne que moi, parce que tu peux mettre ton propre adresse email, eh bien, tu peux avoir une alerte. Comme ça, tu as pas toutes les alertes dès que c'est toi-même qui modifie, le champ. Donc, et ça peut être sur un champ, ça peut être sur une table complète, ça peut être sur parce que comme tu as la table ID ici, tu peux suivre, tu peux monitorer vraiment, un ensemble. OK. Et juste par curiosité, enfin, comment vous faites si Airtable le propose pas? Enfin, genre, vous maintenez, des états pour tous les trucs et vous comparez ou enfin, je sais pas après si tu veux Non, en fait, on expliquer. utilise, l'API privée de Airtable, qui effectivement n'est pas une API officielle malheureusement. Heu, on on échange avec eux, hein, pour essayer d'avoir quelque chose Ouais. de plus officiel, mais bon, actuellement ça marche très bien. Et du coup, voilà, c'est par l'API privée. Donc on n'a pas d'API officielle pour ça, ce qui nous permet de faire des choses supplémentaires que Airtable ne propose pas. Et c'est vrai que ces logs en temps réel sur les modifications, Airtable le propose dans ses audit logs enterprise, qu'il faut exporter à la main. Tu as 10 fichiers à récupérer, tu as 10 fichiers à Mmh, ouvrir OK. séparément. C'est hyper long et finalement, bah, grâce simplement à ce qu'on a fait, bah, tu peux avoir accès à ces logs-là, sans être entreprise et en fait avoir un accès direct, à des choses qui n'existent pas simplement dans Airtable. OK.
Donc Non, c'est effectivement et comme on fait beaucoup de choses, selon les outils, je vous recommande vraiment d'aller effectivement pour votre outil, aller voir ce qu'on fait parce que parfois c'est un peu différent. Mais si on va sur Airtable par exemple pour expliquer, on a à chaque fois donc, pour chaque fonctionnalité d'observabilité, ce qu'on explique donc un full text search dans la base de données, les dépendances entre les tables, le README et la doc où on peut taguer, des éléments pour les centraliser, le monitoring avec le schéma de change alert, ce que je viens de vous montrer du coup et cetera. Donc à chaque fois, on explique vraiment tout ça. Donc, vous voyez que sur certains outils, on a plus de choses et sur d'autres un peu moins. Et ça permet, Sur de la rapidement partie de documentation, peut-être mmh, parce que ça, tu as pas forcément montré dans l'interface, enfin, qu'est-ce qu'il y a par rapport à ça? Est-ce que parce que tu disais donc qu'en fait et c'est intéressant d'ailleurs, c'est-à-dire que la documentation, tu en as pas forcément vraiment tant que ça besoin si tu peux chercher facilement les informations. Mais est-ce que, tu vois, parce que ça, c'est un sujet qui revient vachement dans la communauté. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais personne n'a trouvé de moyen, tu vois, de documenter mmh. un petit système d'opération où il y aurait du Make, du Zapier, du Airtable, par exemple. Est-ce qu'il faut faire des diagrammes avec les schémas? Est-ce qu'il y a, tu vois, enfin, c'est un sujet dont on parle depuis un moment, tu vois? C'est quoi un petit peu vous, votre vision là-dessus? Ce que vous proposez, ce que les gens Mmh. devraient faire, tu vois? Enfin, pourraient En faire? fait, on part du principe que il faut réussir à aider les gens sans qu'il y ait de documentation parce que dès qu'on a essayé d'aller vers la doc, ça a tout rajouté des contraintes énormes aux utilisateurs et du coup, Mmh. ils ne le faisaient pas. Et donc tant qu'à faire, s'ils ne le font pas, autant leur permettre d'avoir un minima, des choses qui leur permettent de débugger plus rapidement, comme si s'ils avaient une doc. Donc on va plutôt dans ce sens-là. Si après on trouve une solution magique pour faire de la doc plus rapidement et que ça soit plus lisible ou autre, pourquoi pas? Mais pour le moment, on est plutôt en mode, bah, voilà, comment on va réussir à quelqu'un qui n'a pas de doc, comment il va débugger plus rapidement? Et un développeur, la première chose qu'il fait, c'est un full text search pour trouver où se trouve la petite variable qui plante, à quelle ligne, ça plante, dans son code. Donc en fait, on a un peu fait l'équivalent, de ça Mmh. et Et le mmh, parallèle d'ailleurs avec les développeurs est intéressant parce que moi je trouve qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est que les outils no code eux-mêmes proposent des endroits pour documenter au plus proche des fonctionnalités. mmh, Par exemple, dans Airtable, c'est pas hyper bien fait, mais dans Airtable, tu peux commenter chaque champ, chaque base. Voilà, exactement. Quand on fait ça, enfin, c'est un petit peu plus bas le field description. Voilà, et à mon avis, ça, c'est hyper important de les remplir. Alors je te dis complètement. ça, nous, on le fait pas parfaitement non plus, mais j'essaie de le faire vraiment de plus en plus. Et Mmh, c'est vrai que moi, je crois plus à ça, tout comme un développeur mettrait, une ligne de commentaire au-dessus d'une fonctionnalité un peu particulière. Et c'est vrai que c'est hyper rare. Alors après, il y a des projets de développement où bon, tu as aussi des diagrammes, des représentations, des schémas de données et cetera. Mais, ouais, c'est pas évident ce côté un peu méta. Est-ce que vous pourriez, par exemple, tu vois, je sais pas, tu vois, genre montrer les liens entre des scénarios Make, des bases Airtable, des choses comme ça, un peu de manière visuelle, mais je sais même pas si ça aurait vraiment du sens, mais ouais, en fait, non, c'est pas, quelque chose qu'on fait. On est parti du principe, on va essayer de faire le niveau zéro, qui est simplement de la recherche brute d'éléments et de montrer où c'est, et pouvoir faire des liens aussi profonds vers les éléments en question, assez important. Par exemple, si effectivement, si je veux, on va partir, bah, j'avais fait un truc qui était ici, le field de name là. Juste le rouvrir pour montrer un exemple complet. Hop, client et l'idée, c'est plutôt de permettre des liens, pour les ouvrir que d'aller, vraiment plus loin pour le moment. Et quand on aura peut-être un usage plus précis sur un sujet, mmh, là, en cliquant sur Go to Element, ça va ouvrir directement le module en question avec Airtable qui a le champ name qu'on peut voir ici, du coup, qui est utilisé. ouais, ouais. Heu, donc pour l'instant, on part plutôt sur ça et effectivement, on n'a qu'une envie, c'est de faire effectivement des schémas visuels avec des dépendances et cetera. Mais parfois, c'est tellement imbriqué que c'est pas forcément évident et c'est Ouais, souvent assez business, en fait. Et du coup, c'est vrai. c'est pas forcément plutôt tech, c'est plutôt business. Donc même quand tu auras automatiquement un diagramme, tu auras envie de le modifier parce que finalement, c'est pas exactement comme ça que ça Mmh. fonctionne dans la réalité. C'est vrai que c'est un bon point, ce côté, dire en fait, c'est souvent ce qu'on modélise, c'est les processus, métiers et puis comment ils sont implémentés techniquement. Bon, on pourrait aussi, après le faire, mais ouais, j'aime bien cette idée de se balader quoi, finalement dans les dépendances et de voir, en fait, quand on en a besoin, parce qu'il y a aussi un peu ce truc de la documentation, c'est-à-dire, OK, c'est bien de faire de la documentation, mais en plus après, il faut la tenir à jour et en fait, quand on a besoin, tu te rends compte que souvent, bah, elle est pas à jour et puis comment est-ce que tu l'utilises? Est-ce que tu trouves l'information vraiment que tu cherches dans ta documentation? Parce que la documentation, c'est un peu figé, donc c'est un peu, Mmh.
Alors il y a quelques questions juste avant Ouais. peut-être qu'on continue. Il y avait une question, est-ce que tu peux avoir plusieurs comptes? Par exemple, enfin là on voit Mmh. 2 bases de données Bubble, enfin 2 connexions. Tu peux avoir Ouais. plusieurs comptes connectés en même temps au sein d'une appli? Bah, c'est ça que moi je trouve génial pour Bubble en tout cas, surtout sur cet usage-là, c'est que finalement, imagine tu as créé plusieurs applications. Tu t'es rendu compte que dans un de tes composants, il y avait un truc à modifier. Je pense à AirDev qui a des templates Canvas ou des choses comme ça, voire même EvoDev qui est complètement sur AirDev, qui est avec Canvas ou même, OpenBuild avec Tixo. Bah, finalement, quand tu veux modifier rapidement à plusieurs endroits différents un élément ou même Prelo. Prelo a plusieurs applications Bubble d'ailleurs, Prelo qui est une boîte qui a fait beaucoup parler Mmh. d'elle, il y a 1 an, en levant beaucoup d'argent avec une application sur Bubble. Et bien, la seule manière de rechercher en cross outils et ben, avec NCScale, juste en tapant un mot-clé, tu peux rechercher dans plusieurs applications Bubble, dans tes workflows, dans tes API connecteurs, partout, n'importe quoi. Donc c'est encore là où c'est encore plus utile pour ça, effectivement. Et on le voit, hein, globalement, moi je trouve qu'on arrive dans une époque où plus personne quasiment fait un projet avec un seul outil. Je veux dire même les bubbleurs, Bubble est un outil très complet, donc on peut tout faire Mmh. dedans. J'ai l'impression que je vois quand même régulièrement qu'il peut y avoir aussi un petit scénario make qui tourne pour, faciliter ou faire des choses qui sont plus efficaces ou, peut-être une base Airtable qui récupère une partie des infos. Donc clairement, bon, nous, enfin, en plus, on fait pas de bubble, nous, on fait que du make, du Zapier et cetera. Bah, on vraiment utilise, tout au sein de notre système d'information, donc Mmh. c'est toujours, et donc là, Ouais, la logique, c'est tu groupes ça par, enfin, c'est comme un projet, quoi, une app, la c'est ouais, e-commerce app, en fait, c'est un c'est par app, effectivement, c'est par app. Donc si tu as un site e-commerce avec plusieurs outils no code, bah, tu mets tous tes outils no code, connectés à cette application. Voilà. Une agence peut avoir un effet un peu différent, c'est de mettre plusieurs applications de différents clients, mais c'est pas ce que l'on recommande, ou seulement si c'est un cas très particulier, il faut le faire juste pendant une version provisoire. Mais voilà, le but, c'est plutôt d'avoir effectivement, pour, une seule application, c'est bien clos et bien tu mets tous tes outils qui sont reliés à l'ensemble de ces process. OK. Et juste, au niveau de mais alors par contre, du coup, si tu connectes ton compte, Make par exemple, là tu peux lister tous tes, workflows Make? Enfin, où ça va Alors ça sur Make, ou c'est par team. Donc là, c'est une équipe qui s'appelle e-commerce operation et tu peux connecter plusieurs équipes de plusieurs comptes Make différents et donc tu peux pareil de la même manière faire de la recherche cross account, heu, avec n'importe quel donc voilà et pour répondre à la question de CKI75, il y a pas de limite, d'outils, du moins c'est pas ce qu'on fait pour le moment, voilà on peut mettre autant d'applications à gauche, que l'on veut, finalement pour pouvoir faire de la recherche, dans l'ensemble de ces outils. après j'ai envie de dire, je pense qu'aussi il faut être, que les gens soient réalistes dans la conception de leur application. À mon avis, enfin, c'est quand même aussi d'avoir trop d'outils, Mmh, même pour soi. Enfin, déjà, bon, tu multiplies les abonnements, et puis c'est pas facile de s'y trouver. C'est super de pouvoir surveiller les dépendances justement avec NCScale. Il n'empêche que d'avoir trop de dépendances et tout, juste au quotidien, tu risques quand même mmh, régulièrement de casser ce que tu fais et tout, même si bon, là, l'idée justement, c'est d'aider et de prévenir, ce genre de choses, quoi. mmh. Une petite question, salut Anto au passage qui s'est connecté. Est-ce que justement, c'est on parlait tout à l'heure, je crois juste au moment où tu t'es connecté, justement des limites, tu sais, d'API d'Airtable. Est-ce que quand vous vous connectez au compte Airtable, ça prend dans les 100 000 API enfin les 100 000 calls, de qu'un compte pro a droit ou, comment ça marche? Il parle de 100 000 requêtes qui sont faites par les utilisateurs ou sur l'API? Bah, tu sais, en fait, sur les nouveaux pricing d'Airtable, Ouais, maintenant quand sur un compte, sur un workspace, pro, tu as droit à 100 000 requêtes par mois. donc Est-ce 100 000 requêtes que de la part ouais. des users, j'imagine et pas Bah, sur l'API? c'est pas forcément, hyper OK. clair, ouais. Je sais Ouais, je pense que ça prend dessus si c'est pas sur l'API. Parce que comme on n'utilise pas l'API, on est comme une requête d'un utilisateur. Après, je sais pas si on est sur la même vue, si on est vu comme étant une vue ou pas, vu qu'on écoute Airtable plutôt qu'on le requête. Donc il y a peut-être une différence là-dessus. Donc non, je peux pas te répondre, mais dans tous les cas, je pense qu'on est loin des 100 000 pour le moment,
Pourtant, on a des gros Mmh. Airtable, donc Sachant que les 100 000, c'est pour tous les applications inclus, quoi, tu vois? C'est-à-dire dans ton ouais. workspace, tu as le droit, donc si tu as un projet où, je sais pas, tu donnes accès à des développeurs et puis machin, enfin, tu vois? Tout ce si tu as un autre projet où tu as un front stacker, tu vois? Qui requête régulièrement et cetera, bah, du coup, ça prend bon, je sais pas, hein, après il faut voir, Mmh. mais c'est vrai que c'est un sujet parce qu'avant c'était il y avait pas de limite dans le mois. Il y avait une limite par, minute et par seconde. Mais, tu avais pas donc ce qui de fait une limite en fait dans le mois en réalité, Mmh. mais qui était beaucoup plus haute, mais donc, c'est vrai que, apparemment ça pose un peu des questions aux gens, mais voilà. Nous pour l'instant on n'a pas été confrontés à ça, mais je sais que par exemple Ouais. chez Glide, ils ont entamé des discussions avec Airtable et cetera parce que ça pouvait poser des problèmes, sur Et j'ai vu que Softair aussi, ça avait posé de gros soucis parce que tous ceux qui étaient en plan, qui étaient pas effectivement, enfin tous ceux qui étaient en plan gratuit, voire Team, étaient bloqués sur Softair, et Softair qui était, à mon avis, au début, vraiment dédié à que des no-codeurs ouais, qui forcément avaient pas des gros budgets ou autres. Bah, d'un coup, ça a dû faire ça a dû couper dans leur base, d'utilisateurs, assez sévèrement. Donc ils ont bien fait de s'ouvrir sur d'autres outils comme Sheet ou comme ouais. d'autres. Je me souviens plus à quoi ils se sont connectés. Mais c'est là où tu vois, si un outil tiers est dépendant d'un seul outil tiers, ça commence à faire en cascade pas mal de problèmes. C'est ouais. Bah, ouais, parce qu'en fait en plan gratuit, c'est vrai que j'avais même pas pensé à ça, mais en plan gratuit, tu as droit à 1000 calls par mois seulement. Et donc 1000 calls par mois, bah, ça fait même pas un call par minute en fait, enfin par, ouais ça fait puisque ça fait 40 calls par jour, un truc comme ça, enfin bref, je sais plus Ouais, et ça, exactement. et Softair du coup a vraiment, bah, shutdown, plusieurs comptes, à cause de ça. C'est énorme. Enfin, c'est dommage, mais Ça fait 30 calls par jour, donc ouais ça fait ouais bon bref, je sais pas, je vais pas m'embrouiller là dans les comptes là parce que je commence à faire n'importe quoi, mais bref, c'est donc ouais c'est vrai que ça c'est assez problématique, ouais. Hem Alors oui, Jocelyne nous parlait de la documentation, oui, alors après, c'est vrai que la documentation, il y a aussi un peu de sujets, c'est-à-dire il y a la documentation des makers, de ceux qui ont les mains dans l'outil et puis il y a la documentation potentiellement des clients, de ceux qui mmh. utilisent le système qui a été mis en place. Bon, ça, c'est un peu différent. Arnaud, il demandait, si on pourrait faire une carto de ces outils, grâce à Inkscape. Hello Arnaud, l'outil no-code lyonnais, c'est cool Ouais. de te voir ici. Du coup, effectivement, là, non, du coup, ce qu'on disait, c'est que pour le moment, on ne fait pas de carto. On a fait une roadmap publique, donc effectivement, c'est quelque chose qui est bien demandé. Mais tant qu'on n'a pas, on va dire, craqué un peu ce que les gens attendaient vraiment sur leur carto, et si on peut, via de manière automatique, Ouais. Est-ce que c'est moi qui ai frisé ou est-ce que surtout c'est ouais, ouais. sur effectivement la bonne pertinence de la recherche des dépendances et de la recherche full text pour que ce soit le plus facile de comprendre où est quelque chose à tel endroit. Et voilà, après, si on arrive à faire des sens bah, ça part de là, et là, ça sera encore mieux. Mais déjà, voilà, on a démarré par ça. Ouais, parce que c'est assez intéressant en fait. Qu'est-ce qu'on voudrait sur une carto, finalement? Parce que moi, j'ai l'impression que ce qui m'intéresserait plus peut-être, ça serait un peu, une vue d'ensemble un peu de mes outils à un même endroit, hem, mais plus d'un point de vue un peu, stat, tu vois? C'est-à-dire voir tout de suite nous, par exemple, on utilise eMake et Zapier et donc par exemple, bah, Make, on l'utilise de plus en plus donc en fait, on est sur un plan à 10 000 tâches par mois et Mmh. en fait, on les consomme de plus en plus vite, tu vois? Et en fait, je j'ai pas alors ils ont fait une fonctionnalité qui est pas mal, qui est le top-up, automatique, enfin là, tu peux racheter automatiquement, en fait, des applications quand tu arrives au bout, donc ça arrête pas tes scénarios et cetera. Mais voilà, en fait, il faut que j'aille et dans Make, puis après, il faut que j'aille dans Zapier pour voir où j'en suis. Enfin, il y a un truc un peu comme ça, une espèce de tableau de bord, voilà, un peu qui sera un peu truc un peu transverse, finalement, pas forcément par application, mais un peu Mmh. transverse. Mais à voir, ouais. Oui, voilà, oui, quand tu parles oui, Arnaud parle un peu plus d'incidents et de choses, comme ça, ouais. C'est en fait, c'est plus ça, moi, j'ai l'impression que c'est un peu cette vue d'ensemble, quelque part, finalement, qui Mmh. est intéressante, mais bon, là, c'est C'est vrai que après le Workato fait une vue d'ensemble. Alors Workato qui est un outil d'automation plutôt enterprise. J'ai vu un moment un de leurs écrans qui était un peu vue d'ensemble, et en fait, leur vue d'ensemble, elle a pas beaucoup de sens. C'est simplement pour expliquer, l'ensemble des modules qui sont utilisés un peu partout, et donc tu avais un volume par module.
Donc, si tu as 2 modules Gmail, eh bien, ça sera un peu plus gros que s'il y a un seul module Slack, par exemple, etc. Et donc, tu avais une vue d'ensemble de l'ensemble des modules, ce qui donne au manager, à mon avis, et à l'ensemble de l'équipe rapidement un aperçu de Mmh. quelles sont les dépendances à tous ces outils-là et quels sont les outils les plus importants sur l'ensemble des automations. Ouais, les plus critiques, ouais. Voilà, c'est plutôt, mais c'est très, enfin, voilà, c'est une vue de supervision plutôt Mmh. qu'une vue de vraiment utile pour produire, je pense. Ouais, c'est ça, là, on est plus sur des sujets de supervision finalement que de documentation en réalité, quoi. Ouais. OK, écoute, super intéressant. Alors c'est quoi un petit peu, votre roadmap? N'hésitez pas là, si vous avez des questions dans le chat, hein, c'est le moment là, c'est Mmh. les dernières questions. Mais un petit peu de visibilité justement, où est-ce que vous allez, par rapport à ces phases de Ouais. de de découverte et un petit peu. Alors du coup, ce qu'on ressent là depuis le lancement de l'observabilité en juin, c'est que les principales fonctionnalités qui sont les plus demandées, ce sont le full text search et l'alerting. Donc on va essayer de focaliser l'outil en termes d'UX et en termes de communication aussi autour de ça. OK. Peut-être que la documentation, on va un peu plus la cacher, on va la mettre plutôt en second plan, en bonus, on va dire. Mais je suis d'accord avec toi, je préfère complètement que la doc soit dans les outils eux-mêmes, dans Make, dans Zapier, et cetera. Donc on va quand même la laisser là parce que ça permet aussi de taguer des choses, et cetera ensemble, ce qui est pas possible dans les outils eux-mêmes. Mais voilà, en tout cas, on va faire un gros focus sur l'ergonomie et sur l'expérience lorsque tu recherches quelque chose. Donc, comme ici, donc cet écran-là, on va essayer de l'améliorer pour, par exemple, qu'à droite, ce soit un peu plus lisible pour ceux qui ne sont pas des développeurs. Mmh. Savoir ce que ça, c'est un module Make, c'est pas évident pour tout le monde. Mmh. Et côté alerting et log, on va s'appuyer sur des intégrations partenaires. Et résultat, on va pouvoir annoncer normalement au Summit 2 intégrations qui vont nous permettre d'avoir des logs sur certains outils qui aujourd'hui n'existent pas. OK. Et donc évidemment, ça sera des outils un peu plus low code. Donc on va plutôt être sur Xano et WeWeb. C'est sur OK. ce type d'outils-là où ça manque cruellement d'avoir effectivement des logs centralisés, parce que les outils eux-mêmes ne le proposent pas forcément par défaut. On sait que Make propose un peu des logs rapidement, que Bubble aussi, et cetera. Donc finalement, on a des utilisateurs de plus en plus avancés, et Xano et Web est un très bon exemple, de vrais problèmes sur les logs. Donc j'ai hâte de pouvoir annoncer, cette intégration partenaire, finalisée, et on a déjà quelques bêta-testeurs qui vont démarrer, donc ça sera tout frais pour le summit. Voilà. Trop bien, trop bien. Je pense que Xano et Web, c'est des outils, dont on entend vraiment, je trouve d'ailleurs, spécialement de plus en plus parler. Bon, nous, on est en France, en plus on croise et cetera, mais vraiment depuis le Mmh. summit de l'année dernière. Quand il y avait, les gens de Xano qui sont venus un petit peu au dernier moment, tout ça, il y a eu vraiment un truc, je trouve, au summit de l'année dernière. On verra comment ça va être, cette année, mais où c'était un petit peu, je trouve, un petit peu le buzz ambiant était un petit peu autour d'eux, sur des 2 qui marchent bien ensemble en plus, enfin qui ont chacun Mmh. leur spécificité, mais qui se Et pourtant, ils qui sont se pas faciles, hein. Enfin, lorsque tu démarres, c'est pas du tout facile, hein. Enfin, c'est pas parce que tu fais du Bubble ou du Make ou du Zapier que tu vas comprendre, c'est non. clairement une autre monnaie, c'est presque une autre cible. Alors, ça fait un peu le lien quand même entre les 2 parce que les gens ont envie d'y aller, mais c'est vraiment différent. C'est vraiment différent. C'est ce que je me souviens de Joyce de WeWeb qui disait, à la, API Days, conf, là, au mois de décembre l'année dernière. Elle disait, voilà, enfin, si quelqu'un qui veut faire une appli, rapidement et cetera, mieux vaut qu'elle aille sur Software que sur WeWeb. C'est-à-dire WeWeb, c'est un outil qui est plus exigeant, qui est aussi bien plus puissant, qui permet de virtuellement quasiment tout faire. Mais effectivement, c'est pas forcément la même cible. Mais tu vois, et ce sera peut-être un peu la dernière question, mais moi j'ai l'impression, mon ressenti, c'est que la communauté no code, en France en tout cas, hein, se professionnalise, tu vois? Quand je dis se professionnalise, c'est pas forcément sur le côté, pro, facturé, machin et cetera, c'est sur le côté, le niveau des gens, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qu'on voit qui sont arrivés au bout de Make, au bout de Bubble, c'est pas forcément, mais tu vois ce que je veux dire? Qui Mmh. atteignent des niveaux importants et donc qui sont à même sans avoir de background de développeur, de passer sur des outils type Web Exano, quoi. Et Mmh. donc ça il y a un vrai appel, c'est une frange, c'est moins de gens, qui et donc ça fait que augmenter, quoi. Ouais, c'est clair, et en plus, et ça donne envie, quoi. Enfin, moi qui n'ai jamais eu la patience d'apprendre à être développeur, j'ai eu la patience d'apprendre à être no-codeur, et donc forcément ta qu'une envie, c'est d'aller un peu plus loin, et l'effort pour aller un peu plus loin est toujours de plus en plus faible. Donc finalement, bah, tu deviens presque développeur, hein.
C'est assez Bah, ouais, magique. bah, c'est clair, ouais. Non, mais je pense que, je veux dire, quand même, on n'est plus qu'à quelques années de parler juste de programmation visuelle et de Mmh. qu'il y ait plus ce schisme entre, bon, les vrais devs, ceux qui tapent des lignes de code et puis ceux qui font des choses. Parce que Ouais. comme tu dis, enfin, quand tu travailles avec Xano, je veux dire, tu travailles avec une base de données relationnelle qui peut contenir des millions d'enregistrements. Mmh. Enfin, tu fais une API, tu mets des règles de sécurité, des choses comme ça. Enfin, c'est vraiment, et tu vois, je trouve que ce que vous faites, pour moi, va complètement dans cette logique. C'est-à-dire qu'à usage professionnel, il faut aussi des pratiques Mmh. professionnelles quelque part Et de monitoring, de supervision, de documentation, et cetera, quoi. en fait, au moment où tu disais où on va également, on a eu une grosse réflexion sur le fait que des développeurs qui connaissent des outils de code, pourraient les installer parfois. Tu pourrais mettre Datadog, sur donc Datadog qui est un outil de Mmh. gestion de l'ensemble des logs, mais plutôt pour à grande échelle. Il pourrait le mettre sur Make, il pourrait le mettre sur Web. Mais en fait, à partir du moment où tu as commencé à toucher à des outils plus simples, tu as pas envie de t'embêter Mmh. à paramétrer un énorme outil de supervision comme Datadog, comme, Snyk pour la sécurité et cetera. Et du Oui, coup on j'avais vu des gens utiliser Sentry, par exemple, avec Bubble ou des choses comme ça, exactement. mais Mais le mais c paramétrage, ouais. c'est vite que l'enfer et donc finalement, nous, on a une envie d'être, le Datadog plus simple où finalement il y a peut-être moins de choses, mais c'est juste plus bordé et donc tu as moins de paramétrage à faire pour que ça fonctionne. Et donc on va aller, dans cette direction-là pour finalement, que même des développeurs qui connaissent ces outils plus avancés disent: «Non mais ça sert à rien, je vais prendre Tscale qui est intégré avec Ouais. Airtable ou avec, Web et au moins ça fait exactement ce que je veux et c'est plus rapide». Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis. Tu vois, c'est un peu un niveau, je trouve, une question de niveau d'abstraction, en fait, en quelque sorte, tu vois? C'est-à-dire d'être, Mmh. sur le même, level, enfin, tu vois, quand je vois là l'écran que tu nous présentes, tu vois, déjà, c'est joli, tu vois? Bon, ça c'est, enfin, tu vois, c'est bien designé comme beaucoup d'outils no code, tu vois? Comme Web, par exemple. Mais voilà, on voit un peu de JSON. Alors, comme tu disais, bon, vous allez aussi l'améliorer, mais tu vois, il y a un peu ce truc de, voilà, on est dans un outil professionnel quelque part, tu vois? Et Mmh. évidemment, et moi ça me choque pas, tu vois? C'est-à-dire que tout ne peut pas, tu vois, par exemple, il y a, en fait, c'est même dans les outils, tu vois, il y a chaque outil a son niveau d'abstraction. Zapier a un niveau, par exemple, très, très haut. Même les bases de données de Zapier, c'est comme Airtable, mais en beaucoup plus simple. Enfin, il y a une espèce de truc. Puis après, tu descends comme ça, tu vas dans N8N, tu un peu plus, c'est un petit peu plus proche de, et hop, on arrive, et donc il y a comme ça va de manière, verticale, mais aussi horizontale, quoi. C'est-à-dire sur un même niveau d'abstraction, il faut tous les outils qui vont avec, et tu vois, ce que tu nous dis avec, Web Exano, je trouve vraiment vous positionne aussi, assez clairement et bien sur ces choses-là, quoi. Mmh. Donc, et alors dernière question, c'est gratuit jusqu'à quand? C'est une vraie question, Ah ouais, tout à fait. Bah, voilà. effectivement, c'est écrit sur le site que dès qu'on a des intégrations partenaires, elles seront payantes. Et donc l'intégration de Xano et Web seront payantes, ça sera les 1res payantes. Les autres, resteront gratuites. Le but, c'est de créer finalement un maximum d'usages pour qu'on puisse aller voir les éditeurs en leur disant: «On a besoin d'une intégration partenaire pour ça, pour offrir un service de qualité et qu'on ne soit pas basé sur les cookies ou des choses comme ça un peu en bricolage». Et voilà, donc c'est vraiment ce qu'on veut réussir à avoir. Donc là, Xano et Web, c'est clairement pour nous les meilleures premières intégrations, partenaires qu'on puisse avoir, pour lancer effectivement ces plans payants. D'autant plus que ça s'adresse à des gens qui sont déjà, avec des budgets assez importants pour la mat pour leur infra no code et on n'est pas dans des budgets où effectivement tu peux payer 29 par mois pour ton infra no code. Donc ça nous permet de mettre tout de suite avec des Mmh. personnes qui sont déjà assez avancées. Voilà. Mais tu vois, ça c'est encore, enfin bon, le sujet du pricing et tout, on pourra en parler pendant des heures, mais moi je trouve qu'il faut vraiment faire la distinction entre, c'est super qu'il y ait des outils un peu gratuits où on peut un peu bricoler, faire des petites applications pour son asso et tout, mais à un moment aussi, il faut être réaliste, quoi. C'est-à-dire, il y a aussi tout un business, on est beaucoup dans la communauté no code à travailler, à gagner notre vie à ça. Des gens qui utilisent, oui, WebExano, je pense, en général, font des projets exigeants, donc pour des clients potentiellement ou dans des cadres d'entreprise, et cetera, et donc c'est normal de payer. De toute façon, tu vas payer Web, tu vas payer Exano, tu vas payer Mmh. les outils, qui vont avec. Je veux dire, à un moment, et tout ne peut pas être gratuit, de toute façon, c'est pas réaliste. C'est bien qu'il y en ait aussi des choses gratuites, mais c'est une question de, tout le monde n'a pas besoin aussi, tu vois, du monitoring et de ce que vous proposez, quoi. Enfin, il faut aussi que les gens,
qui font des petits trucs, simples, pour des petits projets, des petits tests et tout, faut les bons outils au bon moment, quoi et je Mmh. trouve que ça va aussi avec, le budget qui va avec, quoi. Donc voilà, bon, on pourrait en parler des heures. En tout cas, moi, franchement, je trouve ça est-ce que vous ferez des prix pour les assos? Ouais, Je pense que oui, mais de toute façon, c'est gratuit pour le moment, donc à ouais, part de toute si tu es façon, sur Xano et Web, ouais. mais oui, évidemment. Après, c'est bien de faire des prix pour les assos. Après, moi, je trouve que les assos aussi, bon, là, je vais dire un truc peut-être qui est pas mais je trouve que c'est bien les assos aussi, c'est bien qu'elles apprennent à payer. Il y a des grosses assos qui ont autant de moyens qu'une entreprise, quoi, Mmh. voire plus que des entreprises et c'est bien de faire des prix parce qu'on croit à l'action de l'asso et cetera et qu'on veut aider. Mais je veux dire, après, c'est les assos aussi, il y a des gens qui sont rémunérés dedans et donc il faut payer, quoi. Mais bon, bref, ça peut être encore un vaste débat. J'ai pas forcément envie de m'engager là-dedans, Ah, c'est vrai, tu ouais. as une asso qui est un énorme client, Airtable, je crois, c'est au Canada et en fait, c'est une association, pardon, qui est payée par le gouvernement pour gérer plusieurs dizaines, d'immeubles, à usage d'habitation, donc un énorme budget et ils ont Airtable, vraiment à un prix qui est ridicule, alors qu'en soi, c'est presque une entreprise, quoi. C'est, Ouais. Ouais, non, c'est ça, il y a tout, hein, dans les mmh, assos, mais bon, bref, en tout cas, c'est cool. Bah, écoute, franchement, en tout cas, c'est super aussi, je trouve que vous ayez fait, que tout ça soit gratuit, que ça permette aussi de sensibiliser les gens à tous ces sujets, de découvrir, pas se poser trop de questions. Donc voilà, j'espère que dans les gens qui regardent, il y a des gens qui iront tester, NC Scale et donc voilà, où est-ce qu'ils peuvent te contacter s'il y a des gens qui ont des sur le questions, des support retours? Ouais, sur le support du site, effectivement, en bas à droite là, c'est moi qui réponds, directement, et sinon, bah, sur Twitter ou LinkedIn, hein, évidemment. Mmh. Vous avez Voilà, un channel sur le Slack de No Code France aussi? exactement, et puis il y avait aussi, au No Code Summit, le No Code Summit le 10-11 octobre, effectivement, on sera présent. Ceux qui n'ont pas encore de billets, il y a aussi des codes de réduction, disponibles, donc si vous voulez, on peut vous en donner à 20. Je crois que Francis a aussi, donné le sien, d'Allegria Mmh. sur le code France, donc voilà. Hem, Il y a des mais voilà, concours aussi, j'ai l'impression que j'ai vu passer plusieurs concours en ce moment, non? Pour gagner des places aussi, ou? on a fait un concours Ouais, effectivement pour 50 places, donc c'est parti assez vite. On en fera peut-être un autre, mais c'est pas encore sûr. Donc voilà, mais effectivement, à surveiller mais ça sera sur LinkedIn, de toute façon, dans tous les cas, s'il y a ce type de giveaway, quoi. trop bien. Bah, tu as gagné un nouvel utilisateur, apparemment et Merci, un c'est nouvel cadeau. abonné sur la chaîne donc merci à toi. C'est que sur Nicast, tu pas venu pour rien ce matin, donc ça fait plaisir. Et bah, écoute, merci beaucoup Benoît, c'était très cool, très intéressant, ça fait un bon petit update. Et puis, bah, écoute, nous on se croisera bientôt, à tous les Mmh. événements là qu'il y a au mois d'octobre, et plein d'occasions de se croiser et puis de discuter de tout ça. Ouais, c'est clair. Merci beaucoup pour ton invitation. Merci, à très bientôt et puis salut tout le monde, je vous laisse ici. Merci à Jocelyne, à Arnaud, à tout le monde qui était là, JP, Maurice, c'était très cool de vous avoir ce matin et je vous dis à la semaine prochaine.